Le jour J, tout était prêt. Il était 6 heures du matin, dans la petite crique de Fanhok. Sakura était animé d'une vive tension intérieure qu'il cachait habilement sous des dehors affairés. Il s'activait autour du hors-bord de Lifan, qui le porterait à l'endroit indiqué sur la carte, à l'extrémité ouest de l'île des Serpents. Tenant sa promesse, il avait maintenu le plus grand secret autour de leur expédition. En une semaine, il était passé par la consternation à la jubilation. Prenant la mesure de cette expédition, puis, peu à peu, une idée insidieuse avait germé dans son esprit. Lui, l'homme de l'ombre, avait l'occasion inespérée de se retrouver enfin sous les feux de la rampe. Pour cela, il fallait un peu se salir les mains, mais la fin ne justifie-t-elle pas les moyens ? Sakura s'était introduit discrètement dans le labo pour préparer son mélange fatal. 4/5 d'O2, 1/5 de CO2. Dans l'une des bouteilles, remplie au tiers, juste assez pour susciter une perte de connaissance par manque d'oxygénation du cerveau et se noyer. Oh, quel dommage! Un professeur si brillant, un érudit, vous dis-je. Mais quelle idée de faire de la plongée sous-marine à son âge! Quel inconscient! On est prêt? Lança le professeur d'un ton faussement enjoué. Il tirait son assistant de ses longues réflexions morbides. On est prêt? Répéta laconiquement son second. Sakura fit vrombir le moteur et les deux hommes enjambèrent le rebord de la fragile embarcation. La journée s'écoula, interminable, entre plongeons et remontées à la surface. Si les pistes se précisaient, Sakura était exténué. S'il supportait mal le moutonnement des flots, se savoir opprimé de toutes parts par l'eau était encore pire. Le pire des supplices. Il se morigéna, si proche du but. Ce serait idiot de craquer à la dernière minute. Heureusement, il avait un mental d'acier et surtout il savait attendre. Le ciel commençait à se zébrer de rouge et déjà Sakura avait dégagé tous les rochers et les pierres entravant l'accès au précieux coffre. De son canif, en geste précis et incisif, il avait ôté toute la mousse et la flore sous-marine formée au cours des siècles qui obturait l'entrée de l'excavation naturelle. Sous le faisceau de sa lampe étanche, le coffre, rongé par le temps et par la mer, s'offrit à lui dans toute sa somptuosité. Ce serait son dernier plongeon. Quelques gestes rapides, et le masque fut libéré de sa gangue de bois poreux. Il fit glisser le curseur de la fermeture. Éclair de sa combinaison, l'eau glaciale s'y engouffra. Il déposa précautionneusement contre sa poitrine le masque verdâtre, corrodé par la mer et les siècles. Le contact du froid métal le fit frissonner, mais il referma stoïquement la fermeture sur lui. Tout était enfin prêt. Comme il l'avait exprimé dès leur premier entretien, le professeur voulait symboliquement, disait-il, et par honnêteté intellectuelle, effectuer l'ultime plongeon qui ramènerait le précieux coffre à la surface, s'il s'en sentait capable. Au dernier moment, il hésita un peu. Le vieil homme avait toujours été porté par son exaltation et sa fougue de jeune premier qui lui faisait oublier son âge. Mais était-ce bien prudent? Qui plus est, si près du but? L'attente se prolongeait. Une voix sourde hurlait dans la tête de Sakura. « Ce vieux schnock va faire foirer tous mes plans !» La vanité l'emporta finalement sur la raison, et, la décision prise, en 1 minute, le vieil homme enfila autour de ses chairs molles la combinaison de latex et chaussa les palmes.
La main tremblante d'excitation, il saisit l'embout de la mauvaise bouteille, celle que Sakura venait de poser, encore ruisselante. L'homme se raidit. « Ah, où ai-je la tête? Je n'irai pas bien loin avec ta bouteille presque vide. » Les dernières bulles percèrent la surface cristalline de l'eau. Bientôt, le plan limpide et transparent n'était plus qu'un miroir sans teint à travers lequel, un sourire aux lèvres, Sakura agita une main en chantonnant. « Bye bye, cher professeur, et encore merci pour le tuyau. Je vous le revaudrai, dans un autre monde. » Et il se mit à rire, d'un rire hystérique, esquissant quelques pas de danse, indifférent à l'esquif qui tanguait dangereusement. En effet, la vedette tanguait. Elle gîtait même dangereusement. Il ne se rendait pas compte que la surface de l'eau se ridait depuis quelques instants. Tout à sa jubilation, Sakura était devenu sourd et aveugle. Sa main continuait de s'agiter et sa bouche lipue se fendait de bout en bout, dévoilant une rangée désordonnée de dents jaunes, alors que quelque part, son sixième sens était déjà en alerte. Levant les yeux enfin, il se trouva face à face avec une vedette de police, d'où, à moins de 30 mètres, un garde-côte le considérait perplexe. Le garde-côte avait bien aperçu de loin 2 hommes et s'était approché pour voir si tout allait bien. Le sang de Sakura ne fit qu'un tour. Peu importe les explications qu'il pouvait donner, ce n'était pas le moment de se faire remarquer. D'un coup sec, il remit les moteurs, la barque fonça vers l'île et, après une folle course, l'esquif s'encastra dans le sable. Il bondit sur la plage insulaire et fondit dans le bois attenant. Reprenant ses esprits après quelques secondes d'hébétement, le garde-côte se lança à sa poursuite. Dans sa trop grande hâte, son Zodiac se retourna, noyant ainsi la radio, le reliant au terminal de police du port. Le ciel était entre chien et loup. Sakura louvoyait entre les troncs des arbres. Ses pas rapides faisaient crisser le tapis de feuilles mortes qui jonchait le sol irrégulier de l'île. Les oiseaux apeurés s'envolaient à tire-d'aile, poussant des cris d'effroi. Le garde-côte avait rejoint l'île à la nage. Sakura avait quelques longueurs d'avance sur son poursuivant. Il lui fallait traverser toute l'île pour atteindre l'autre rive, d'où il nageait pour atteindre la côte à la faveur de la nuit. D'une intelligence vive, il avait déjà tracé son plan dans sa tête. Mais, avant tout, il lui fallait semer cet homme dans sa course échevelée. Il reçut une fiente d'oiseau sur le front. C'était un bon présage, selon les croyances populaires. Et en effet, il n'avait pas parcouru plus de 20 mètres de l'autre côté de l'île, dans l'eau sombre et froide, quand il aperçut le garde-côte sur le rivage haletant. Une bordée de jurons s'échappait de ses lèvres. Sakura savait qu'il était hors de vue, mais il plongea tout de même pour nager en apnée et, le temps, de gagner la côte de Fan Résidence. Refusant de s'avouer vaincu, le garde-côte rebroussa chemin et, à grande foulée, rejoignit l'extrémité ouest de l'île. Avec une force décuplée par la fureur et la frustration, il dégagea du sable le hors-bord abandonné par l'homme, fit hurler les moteurs, contourna l'île pour se lancer à la poursuite du fugitif. Sakura parcourra les derniers mètres vers la côte salvatrice. Comme des coups de boutoir, son cœur cognait fort contre sa poitrine, artificiellement gonflée par le précieux masque. Ses tempes faisaient écho aux battements sourds en un gong lancinant, de douloureux et douloureux. Plus que quelques brasses et il se retrouverait à l'entrée du tunnel d'évacuation des officiers de la ville. Il avait un atout majeur, il connaissait la configuration des lieux comme sa poche, lui qui était chargé de l'évacuation secrète de substances dangereuses et prohibées par les autorités. Pour sa discrétion, il lui avait fait confiance et c'était lui, à Lifan, qui avait la noble mission de cette tâche ingrate.
à l'entrée du gros tunnel. Toute l'ivrée des quartiers résidentiels se déversait en un flot continu. Derrière lui, il entendit le bruit des moteurs de son embarcation se rapprocher inexorablement. Ce maudit garde-côte allait-il lui lâcher les basques? Sakura prit une dernière inspiration, surmonta sa répugnance et entra en apnée dans le système d'égout. Sur les berges vivotait tout un monde insoupçonné, un monde pullulant, une ville fantôme purulente, habitée par des parias qui ne voyaient jamais le jour. Entre les bords, un lit torrentiel d'eau souillée, où flottaient des bouts de tissu, des branchages, des rats morts et des détritus excrémentiels en décomposition. Tout était glauque, verdâtre, fétide, comme empêtré dans la mélasse et le goudron. Sakura entra dans ce no man's land, cette zone de non-droit, pour une poignée d'initiés, de drogués, de fugitifs, de clochards au teint grisâtre, qui semblaient évoluer dans leur milieu naturel comme des batraciens dans ces eaux bactériennes. Les chemins de la gloire ressemblent parfois à ça, pensa-t-il, respiration bloquée jusqu'à l'étouffement. C'était le purgatoire nécessaire après 10 années d'enfer dans l'ombre du professeur. Des pas clapotants altérèrent Sakura. Derrière lui s'avançait, titubant, le garde-côte opiniâtre. Après des minutes interminables à tâtonner dans l'obscurité, il avait finalement découvert l'entrée de l'excavation. Il savait, comme le reste de ses collègues, que les fosses sceptiques de la ville convergeaient vers ce tunnel et craignait que le fugitif ne se soit évanoui dans cette direction, car il n'était nulle part d'autre. D'une agilité quasi simiesque, Sakura se retourna, empoigna l'homme et lui cogna la tête assez fort pour lui désorbiter un œil. Puis il le laboura furieusement de son canif. Quelques minutes après, il s'acharnait encore, haletant sur l'homme en tenue, victime de son trop grand zèle. Il avait les yeux fous de celui qui, trop longtemps traqué, laissait enfin libre cours à sa haine. « C'est toi, Idi » s'éleva une voix caverneuse qui couvrit les haants de Sakura. Il se retourna vivement pour scruter le ruson. Assis en tailleur au fond du tunnel, un homme barbu, perdu dans les vapeurs d'alcool et de chanvre indien, plissait les yeux, la main gauche en visière. Puis il se tapit un peu plus contre la paroi humide et suintante de la galerie et reprit son balancement spasmodique du tronc et de la tête. Il continua comme pour lui-même. « Tu es venu me rendre ma femme, hein ? Pourquoi tu es parti, salope ? Pourquoi tu es parti ?» Il s'éclaboussa d'un coup de poing rageur dans l'eau sale. De gros sanglots agitaient ses épaules maigres. Sakura, rassurée, éprouva tout de même un sentiment de pitié mêlé de mépris pour ce pauvre type. Encore une histoire de nana, il pensa au professeur. En 10 ans de travaux communs, il n'avait jamais su qu'il n'était pas marié. Il haïssait les femmes, c'étaient des enquiquineuses, des empêcheuses de tourner en rond et de mener sa carrière à bien. Plus de 18 mois étaient passés. Ce soir, c'était le soir de la consécration. Aujourd'hui, il aurait enfin son heure de gloire. Fraîchement rénové, Sakura aimait à penser que c'était pour l'occasion. Sorano avait revêtu ses habits d'apparat pour accueillir le jeune prodige à l'occasion d'une somptueuse soirée de gala. Il était comme sur un nuage. Le tapis rouge était déroulé et ses richelieux flambant neufs s'enfonçaient délicatement dans les bouclettes soyeuses de la moquette rouge. Couleur de sang, mais tapis rouge quand même. Sa stratégie avait été simple et aujourd'hui enfin elle portait ses fruits. D'une simplicité biblique même, pensait-il ce soir. Ses pensées allèrent à ce moment charnière, ce moment où son existence avait balancé. Les mains encore tachées de sang, il s'était tapi dans l'obscurité et la puanteur jusqu'à ce qu'il ait eu la conviction que plus personne ne le suivait. Autour de lui, à part le vieil ivrogne, qui était retourné dans ses vapeurs éthyliques,
Le monde souterrain, qu'il apercevait comme à travers une vitre dépolie, ignorait tout de lui, de ses aspirations et des forfaits qu'il venait de commettre. Après quelques heures d'attente prudente, il se fondit contre les parois scrofuleuses des galeries communicantes et finit par atterrir sur les trottoirs galeux de Rebeuss. Ensuite, il n'avait plus qu'à revenir prendre une douche dans la mer pour se débarrasser des odeurs d'égout et donner l'alerte à Tiong. Encore tout mouillé et dépenaillé, les vêtements en lambeaux. Le lendemain, les manchettes à journaux représentaient tous la noyade à l'île aux serpents. En sous-titrant, l'éminent professeur de l'IFAN aura vécu sa passion jusqu'au bout. Suivait un panégyrique fleuve et des témoignages éplorés de l'ensemble de la profession. Il sut alors que tout se déroulait parfaitement comme il l'avait planifié. Il fallait juste laisser se tasser les choses. Il reprit, avec autant de zèle qu'auparavant, son travail de maître assistant-chercheur à l'IFAN et simula des plongeons réguliers dans la zone. Enfin, plusieurs mois plus tard, il feignit la découverte du masque. Ce soir, le théâtre Daniel Sorano refusait du monde. Ils étaient tous venus pour féliciter un grand homme, trop longtemps resté dans l'ombre du pauvre professeur, mais dont le talent, aujourd'hui, éclatait à la fleur de l'âge, comme une rose en éclosion. Un homme qui traversera les siècles. Le directeur de l'IFAN, un homme replet, sanglé dans un smoking qui lui allait mal, se saisit du micro et annonça enfin. « Mesdames, Messieurs, nous sommes fiers de vous présenter le découvreur du masque Bassari. » Pause, applaudissements, il reprit. « Monsieur Sakurandir nous fait l'honneur ce soir de recevoir de nos mains le trophée de platine, symbole s'il en est d'une carrière prometteuse et de la reconnaissance du Sénégal envers ce fils du pays, qui par sa bravoure et son acharnement, sans occulter son talent et sa compétence, a honoré la nation et le continent tout entier. Monsieur Ndir a bien voulu, en un exposé succinct, nous livrer le fruit ainsi que l'historique des recherches qu'il a menées pendant de longues années dans le plus grand secret. Je vous préviens, d'ores et déjà, qu'il sera bref, car il doit s'envoler dans 1 heure vers Londres pour une conférence, suivie d'un petit tour du monde à l'invitation de plusieurs confrères. Sakura s'inclina dans une révérence cérémonieuse. Il s'éclaircit pompeusement la voix, que c'était bon de s'entendre enfin vous voyez, et appeler monsieur par le directeur. Ça changeait des tu condescendants du professeur et de ses autres collègues auparavant. Les derniers seront les premiers, il suffisait de prendre quelques raccourcis. Et maintenant que la place était laissée vide, il n'avait plus qu'à avancer ses pions sur l'échiquier. Il jeta un coup d'œil au masque qui brillait sous un puissant spot. Emprisonné dans sa cage de verre, le masque Bassati lui souriait de son sourire carnassier. Tout d'abord, je tiens à dédier ce trophée à mon éminent mentor, le défunt professeur. Merci de m'avoir montré la voie. Il fit une pause calculée, la voix étranglée par une émotion feinte. Du haut de l'estrade, son regard balayait la salle comme un faisceau infrarouge. Il ne lisait, dans les yeux de ses pairs, que reconnaissance et admiration, et une pointe d'envie dissimulée, dans de larges sourires et un crépitement d'applaudissements. Les yeux de Sakura accrochèrent le regard d'un homme qui le considérait fixement, un regard qu'il avait croisé à plusieurs reprises depuis le début de la soirée. Son 6e sens se mit en éveil. Ce visage avait on ne sait quoi de dérangeant. Rasé de près, sous ses habits d'apparat, le personnage semblait mal à l'aise. Non pas par timidité, mais ses vêtements devaient lui être bien inconfortables. Il tirait constamment sur le nœud papillon qui semblait lui en serrer la gorge.
Bah, peut-être qu'un membre du personnel de nettoyage de l'IFAN qui avait réussi à obtenir un carton d'invitation, pensa-t-il. Il avait pourtant la mémoire des visages, et celui-ci lui semblait familier, sans que son cerveau puisse faire les connexions idoines pour retrouver l'identité de l'inconnu.